Nouvelle édition spéciale en direct sur i24 News. Bienvenue à tous. 9e jour de l'opération Rugissement du Lion. Et comme vous le savez, nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre en temps réel, évidemment, les derniers développements de la guerre. Guerre d'ailleurs sur plusieurs fronts. On le verra tout à l'heure avec le Liban. Mais d'abord, l'actualité, c'est bien sûr les dernières attaques iraniennes, d'ailleurs à l'instant, contre les zones civiles d'Israël. Déborah Benayoun nous attend en direct de Tel Aviv. Bonsoir Déborah, vous sortez à peine de votre abri, vous aussi, et vous êtes devant l'un des immeubles impactés tout à l'heure. Alors la scène, le bilan, parce que les images sont assez impressionnantes. On le verra peut-être un petit peu moins puisque la soirée est tombée. Et puis l'état d'esprit autour de vous ce soir. Bonsoir David, vous l'avez dit, effectivement, il y a quelques instants encore, on était dans un abri. Alors évidemment, c'est un quartier, on ne connaît pas tous les quartiers de Tel Aviv, donc au fur et à mesure de nos expériences, on rencontre des gens dans les différents abris où on se rend et on discute avec eux et ils nous disent que, évidemment, ils ont un peu plus peur peut-être encore que l'année dernière puisqu'ils ont l'impression qu'il y a encore plus d'alertes, mais ils gardent quand même un état d'esprit positif et donc ils se rendent très sérieusement dans les abris, ils restent jusqu'à ce qu'on puisse leur dire de sortir parce qu'évidemment, ce sont les consignes du commandement du front intérieur, d'autant que, vous l'avez dit, il y a eu plusieurs alertes aujourd'hui et pour certaines d'entre elles, notamment celle de cet après-midi, il y a eu quand même des dégâts extrêmement importants dans plusieurs localités du centre d'Israël. Il y a eu d'ailleurs aussi d'autres alertes dans d'autres zones, dans le nord et également dans le sud un peu plus tôt. Alors ici, dans le centre d'Israël, il y a eu plusieurs localités touchées. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme précédemment, ce sont des missiles à fragmentation qui sont tirés par l'Iran. Et donc, ce sont donc plusieurs munitions qui finalement créent des dégâts dans plusieurs localités ou même dans la même localité, mais dans plusieurs rues différentes et sur plusieurs bâtiments. On vous a montré ces dégâts très impressionnants tout à l'heure. D'un côté, il y avait un cratère qui a été rapidement couvert par les services de sécurité. Et puis derrière également, dans le bâtiment qui se trouve derrière moi, effectivement, il fait nuit, donc on ne peut plus vous montrer. Mais un peu plus tôt, on vous a montré ces dégâts encore par terre et donc les services de sécurité qui s'activent pour réparer tout cela. Il y a d'ailleurs aussi derrière moi des autorités qui sont liées aux services d'électricité pour essayer donc de réparer tout ce qui peut l'être. Donc effectivement, c'est une situation assez compliquée, mais les Israéliens gardent le moral, ils continuent à suivre les instructions et je peux vous dire, puisqu'on s'est aussi promené dans le quartier, qu'il y a des restaurants, il y a des cafés ouverts et il y a du monde qui vient justement pour continuer ou tenter de continuer à vivre le plus normalement possible. Voilà, un semblant de routine, des dégâts impressionnants, même s'ils sont visiblement limités, au vu quand même de la cargaison explosive de ces missiles. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Alors on voit justement la discipline et la population israélienne qui est à rude épreuve. On le verra dans le Nord dans un instant, ce qui fait écho au discours hier soir du Premier ministre Netanyahou qui a salué la résilience des Israéliens. Notre analyste est avec nous pour en parler, Jonathan Serrero ainsi que Shani Guidalia qu'on accueille. Bienvenue à tous les deux. Jonathan, d'abord, l'Iran qui semble intensifier ses attaques, et on vient de le voir, avec aussi peut-être la volonté de cibler, outre les zones civiles, et bien des positions stratégiques à la fois américaines et israéliennes dans la région. Oui, du côté de la République islamique, il y aurait une réorientation stratégique opérée pour cette deuxième semaine de combat, de cette opération Rugissement du Lion, avec intensification, accélération des tirs de missiles en direction du territoire israélien. On a pu l'observer aujourd'hui. Alors, moins de missiles tirés, mais un ou deux missiles suffit à perturber la quiétude et la tranquillité de la population israélienne. On en a été témoin tout au long de cette journée, même en fin de semaine. L'Iran qui projette aussi de s'en prendre à des infrastructures économiques, voire civiles, en Israël, mais aussi dans la région, toujours aussi en visant des installations militaires, des bases américaines dans la région et dans les pays du Golfe, David. Jonathan, information importante, c'est Jared Kushner, donc le gendre et conseiller de Donald Trump, qui est attendu en Israël apparemment mardi prochain. Mardi, il rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'échelon militaire et politique israélien, le ministre de la Défense Israël Katz. On sait, Jared Kushner avait œuvré à essayer de faire approcher les positions entre Américains et Iraniens lors de discussions, d'éventuelles négociations et des négociations qui se sont déroulées du côté de Jeddah, mais aussi du côté du sultanat d'Oman, et donc le gendre du président Trump qui atterrira dès mardi en Israël pour rencontrer le chef du gouvernement israélien, David. Voilà, une rencontre entre alliés. Vous restez avec nous. Jonathan, avec nous également notre expert défense, Mathias Inbar. Bonsoir Mathias. D'abord, on va parler du Liban, parce que là aussi, ça bouge beaucoup. On parle de plus de 100 cibles du Hezbollah qui auraient été frappées par ça au cours des seules 24 dernières heures. En fait, c'est un contre-la-montre pour empêcher la force Radwan, force d'élite du Hezbollah, de se rapprocher de la frontière israélienne.
Exactement, David. Je vous lis le communiqué. Effectivement, il vient de tomber et ça prouve que vous êtes extrêmement réactif, David, sur ce sujet-là. Point clé des dernières 24 heures, sensible, frappé à travers tout le pays. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous souriez. Des frappes également à la Dahia à Beyrouth, destruction d'un complexe d'entraînement et d'un QG de l'unité d'élite Radouane qui préparait des attaques et élimination ciblée de Mustafa Ahmed Al-Zin dans la Beka, c'est-à-dire l'agent de liaison clé avec la force d'élite Al-Quds iranienne. Rajouter à cela effectivement un nombre incalculable de frappes, entre 600 et 700 au cours des 24 dernières heures, avec plus de 200 terroristes éliminés, et notamment ces commandants des forces Quds iraniennes, de ce corps d'armée des Quds iraniennes, pour le compte du Hezbollah, en plein cœur de l'hôtel Ramada. Ça se passe pas à Dahia, ça se passe en plein cœur de Beyrouth. Et ça, c'est très important, David. D'abord, parce qu'on montre que l'Iran est dans l'Iran, que l'Iran est dans le Liban. Ça montre aussi que l'Iran n'en a que faire des touristes et des Libanais, parce que ils se servaient des touristes et des Libanais comme des boucliers humains. Et troisièmement, cela veut dire que le gouvernement libanais a pris la décision d'expulser la garde de la révolution, et à l'intérieur de l'appareil sécuritaire libanais, rien n'a été fait. Effectivement, la Dahia, on précise, c'est vraiment le sud de Beyrouth, donc le bastion du Hezbollah. En tout cas, ça confirme ce que nous disiez un petit peu plus tôt, Mathias, à savoir que cette hypothèse d'une rupture, ne serait-ce que provisoire, entre l'Iran et le Hezbollah, faute de financement, faute d'armement, on n'en est pas encore là. Écoutez, le Hezbollah n'est autre que l'enfant de l'Iran. Il y a un cordon ombilical entre les deux. Le Hezbollah a été créé de toutes pièces par les gardiens de la révolution pour lutter contre les ennemis de l'Iran et pour venir en aide au dernier moment, au moment où l'Iran vivra ses dernières heures du côté de l'Iran. Donc on ne voit pas comment il pourrait y avoir une rupture de dialogue entre le Hezbollah et l'Iran. Oui, il y a une faiblesse de rupture, il y a une faiblesse de communication entre le Hamas et l'Iran actuellement, parce que le Hamas n'est pas forcément actuellement sur le devant de la scène. En revanche, du côté du Hezbollah, les gardiens de la révolution sont bel et bien en plein cœur du Liban et ils continuent d'agir. C'est eux qui gèrent la guerre contre Israël. Effectivement, donc rien de changé de ce côté-là. Merci beaucoup, Mathias Inbar. On vous dit à tout à l'heure. On va interroger à présent un expert, à savoir Raphaël Yeruzalmi. Bonsoir et merci à vous, ancien officier du renseignement militaire israélien. On a entendu ces chiffres ces dernières heures. C'est vrai qu'ils sont à première vue très encourageants et assez impressionnants. 60% des lanceurs de missiles iraniens qui ont été touchés ou qui sont même hors service. 80% des systèmes antiaériens de l'Iran qui ont été détruits. Malgré tout, on garde en tête qu'il reste encore pas mal à faire, ne serait-ce que la preuve en images, avec ces images de tirs de missiles balistiques toujours depuis l'Iran. Oui, exactement. Et à chaque fois que les Iraniens tirent, ça nous permet de repérer la rampe de lancement qu'ils ont utilisée pour tirer et de la détruire. Donc à chaque fois qu'ils tirent, en fait, ils perdent une rampe de lancement. Aujourd'hui, on est surtout axé sur les rampes de lancement mobiles, qui sont beaucoup plus difficiles, évidemment, à repérer, puisqu'elles sont mobiles, qu'elles sont sur des camions. On a détruit une grande majorité des rampes de lancement fixes. Alors, plus on arrivera à le faire, et moins il y aura de tirs. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de tirs, mais ce sont des salves d'un seul missile. Le problème, c'est qu'un seul missile, si c'est un missile à fragmentation, se divise en 20 sous-missiles, en 20 têtes explosives, qui partent dans tous les sens, ce qui a été le cas aujourd'hui sur Tel Aviv, et donc qui a créé, effectivement, pas mal de dégâts. Heureusement, pas de perte de vies humaines, mais des dégâts, puisque c'était un missile probablement à fragmentation. Donc, c'est une question maintenant de résilience, de patience, d'attendre et de détruire. On est à 60%, on va passer à 70%, on passera à 80%. Ça prendra le temps que ça prendra. Le problème aujourd'hui, c'est ce qui a été signalé d'ailleurs par la CIA aussi, c'est le système Hamas. C'est-à-dire que les Iraniens adoptent le système Hamas, qui est le bouclier humain, c'est-à-dire que ces rampes de lancement mobiles se placent maintenant dans des zones peuplées. Ce qui rend très difficile, évidemment, aux Israéliens et aux Américains, la destruction de cette rampe de lancement, puisqu'ils ont peur des dommages collatéraux qu'ils peuvent causer auprès de la population civile iranienne. C'est la méthode Hamas, c'est-à-dire se cacher lâchement derrière la population civile, et comme Mathias Inbar l'a décrit,
à Beyrouth également, des gardiens de la Révolution qui crèchent dans des hôtels de luxe d'ailleurs, où se trouvent des touristes et des civils innocents. Ouais, donc le bouclier humain, et puis comme vous le dites, parfois c'est un seul missile, mais ça mobilise quand même l'aviation israélienne ou américaine pour aller les chercher et les détruire. Alors on comprend peut-être que l'une des préoccupations qui reste en tête des Américains et des Israéliens, c'est ce fameux stock d'uranium enrichi, à peu près 400 kilos, qui serait peut-être dans le site 10 par an. Est-ce que vous pensez que pour justement aller au bout de cette mission, de cette opération, il faudra envoyer des commandos sur place ? Absolument, c'est faisable, c'est jouable. Bon, l'uranium enrichi, c'est évidemment ce qui permet de faire des bombes atomiques, mais d'un autre côté, entre l'uranium en soi et tout le système qui permet de construire une bombe, il y a quand même un grand pas à franchir que les Iraniens ne sont pas en mesure de franchir actuellement. Il est évident qu'il va falloir s'emparer de cet uranium enrichi. Je rappelle que dans les différentes négociations et accords, on avait même mentionné de le stocker en Russie, de le stocker dans d'autres endroits. Là, il y aura peut-être la nécessité effectivement d'une intervention des forces spéciales. À mon avis, de plus en plus sur le plan militaire, il y a la nécessité ici et là, pour d'autres raisons, pas seulement l'uranium enrichi, pour le renversement du régime, pour la destruction de certains endroits sensibles, la nécessité d'opérations commando, de forces spéciales au sol. Ça va arriver. On a recruté les Kurdes pour donner un coup de main, mais les Kurdes, qui sont d'excellents guerriers, ce ne sont quand même pas des forces spéciales. Vous allez assister, il y en a déjà eu, le Shaldag et la Sayeret Matkal sont déjà allés faire un petit tour en Iran. Et il y en aura encore d'autres. Il y aura la nécessité de pas mal de missions spéciales, de forces spéciales. On ne pourra pas faire le travail qu'en bombardant des airs et de la mer. Donc ça éprès les Américains aussi. Donc mission au sol, vous dites, pour aller au bout des objectifs. 400 kilos d'uranium, d'après les experts, c'est quand même une dizaine de bombes nucléaires potentiellement. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Alors la guerre telle qu'elle est vécue par les autres pays de la région, avec un tournant apparemment, c'était une frappe directe contre l'Iran qui est imputée aux Émirats Arabes Unis. Bonsoir Chani Guidalia. Rebonsoir Chani. Une nouvelle étape donc qui semble avoir été franchie par ce pays voisin, encore une fois, de l'Iran. Exactement David, parce que la cible c'était une installation de dessalement d'eau, évidemment une infrastructure stratégique, puisqu'on sait qu'une grande partie de l'eau potable dans la région dépend de ce type d'installation. Alors l'information, elle a été démentie par un responsable émirati qui a déclaré « Ce sont des fake news, quand nous faisons quelque chose, nous avons le courage de l'annoncer ». Donc incertitude autour de cet incident, mais si l'information se confirme, évidemment, il s'agirait d'un tournant, puisque jusqu'à présent, les États du Golfe s'étaient surtout cantonnés à des opérations défensives, c'est-à-dire le fait d'intercepter des missiles, de neutraliser des drones et de protéger les infrastructures énergétiques. Donc passer à une frappe directe en Iran, plutôt à quelque chose d'offensif, ça marquerait un changement de posture, surtout que les Émirats Arabes Unis subissent des frappes importantes de l'Iran. Selon les données qui ont été publiées, l'Iran a tiré sur les Émirats 238 missiles balistiques, 8 missiles de croisière et plus de 1400 drones. Une grande partie aurait été interceptée, mais il y a certaines frappes qui ont tout de même atteint le territoire émirati et qui ont provoqué d'importants dégâts. Et évidemment, on précise que les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas le seul pays qui a été visé par les frappes iraniennes. D'ailleurs, on parle du Koweït aussi. 2 pompiers koweïtis qui ont trouvé la mort apparemment dans une mission de sécurisation. Oui, mais les circonstances de leur mort n'ont pas été détaillées ni précisées. Le Koweït s'est retrouvé particulièrement exposé ces derniers jours, notamment après qu'un missile iranien a tué plusieurs soldats américains. Le Koweït, ce n'est pas le seul pays touché. À Bahreïn également, il y a une attaque de drone qui a fait plusieurs blessés, qui a endommagé une université et une installation de dessalement d'eau. Le Bahreïn qui a appelé aussi ses civils à ne pas publier ni de diffuser des photos et des vidéos des attaques pour ne pas permettre à l'Iran d'ajuster ses frappes. En Arabie Saoudite également, il y a 9 drones qui ont été interceptés ce week-end. L'un d'entre eux s'était approché de la capitale Riyad. Et au total, donc on voit que les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie Saoudite et même l'Azerbaïdjan ont tous été visés ces derniers jours par les frappes iraniennes. La liste est longue, effectivement. Merci beaucoup, Chani Guidalia. Alors, mystère également concernant les intentions, voire les actions déjà de l'Iran, loin des frontières du Moyen-Orient. On sait que l'Azerbaïdjan, par exemple, qui est tout près de l'Iran, affirme avoir déjoué un complot lié à Téhéran visant un oléoduc ainsi que des sites juifs. Eh bien, on a appris également qu'en Norvège, beaucoup plus loin, l'ambassade américaine à Oslo a été touchée par une explosion la nuit dernière, dégâts mineurs, mais aucun blessé. Bonsoir Mathieu Winding. On va en parler avec vous, Mathieu. La piste terroriste, elle est à l'étude en Norvège, mais pas seulement.
Oui, exactement. Donc la nuit dernière, une forte explosion retentit dans l'ouest de la capitale norvégienne. L'ambassade américaine est la cible, aucune victime et seulement des dégâts matériels sont constatés. La police matérielle qui s'est massivement déployée dans la zone recherche un ou plusieurs suspects. Des drones, des hélicoptères sont utilisés, le quartier est bouclé, une équipe de déminage est dépêchée sur place. La cause de l'explosion qui a touché l'entrée de la section consulaire de l'ambassade vers 1h du matin reste encore inconnue. L'incident est qualifié d'inacceptable par le chef de la diplomatie norvégienne et l'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête par la police et les services norvégiens de sécurité intérieure. Il faut savoir qu'en Norvège, le niveau de menace est fixé à 3 sur une échelle qui comporte 5 niveaux, et ce depuis 2024. C'est selon les dires de porte-parole des services de sécurité intérieure norvégiens. Il a refusé de dire si des menaces avaient été proférées à l'encontre des intérêts norvégiens avant l'explosion. Un officier de police norvégien a indiqué que la police avait une idée de la cause de l'explosion et qu'elle avait certainement une origine humaine, non accidentelle, mais tout en refusant de détailler le type de dégâts. Donc, sur un lien potentiel avec la guerre en Iran, la police déclare qu'il est trop tôt pour pouvoir parler de ça. On rappelle que la Norvège a exprimé son désaccord avec les opérations menées par les États-Unis et Israël en Iran. Oslo estime qu'elles sont non conformes au droit international. Et c'est par un post Facebook que le ministre des Affaires étrangères norvégien a expliqué que, selon lui, l'Iran ne posait pas une menace imminente. Merci beaucoup Mathieu Winding pour ces précisions concernant ce qui s'est passé la nuit dernière à Oslo en Norvège. Encore un mot, Jonathan Serrero, sur ce qui se passe donc au Liban. On rappelle que Tsahal frappe très fort le Hezbollah, notamment au nord de l'Italie, et la force Radouane, elle tente évidemment de regagner le sud du Liban, donc la frontière israélienne. Oui, et ça s'active en coulisses, David, puisqu'on apprend ce soir de la part de la chaîne Al-Jdid, la chaîne libanaise, il y aurait des tractations en coulisses au plus haut sommet de l'État libanais pour mettre en place une initiative de sortie de crise, de sortie de conflit, notamment avec l'État hébreu, une délégation de civils libanais. On ne sait pas trop quelle forme prendra cette délégation, mais en tous les cas, il y a des discussions autour d'une sortie de crise entre Israël et le Hezbollah. En ce moment, à mon avis, les autorités libanaises sentent le souffle de Tsahal souffler sur son cou. Tsahal réfléchirait peut-être à frapper des infrastructures entre guillemets civiles, peut-être mettre en grève l'aéroport de Beyrouth, car pour le moment, il y a certes des combats entre les soldats israéliens et la force Radouane au sud Liban, mais les tirs de roquettes et les tirs de drones ne cessent de pleuvoir sur les localités israéliennes. Il faut que Tsahal réfléchisse peut-être à un autre plan et donc mettre la pression sur les autorités libanaises, David. La pression pour que le Liban prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. Et on rappelle que cette guerre aura démontré jusqu'ici la qualité de la coopération et de l'entente entre les alliés américains et israéliens. On en parle ce soir avec Randy Yalos. Bonsoir et merci. Vous êtes avocat franco-américain et président de Republican Overseas, association qui représente le Parti républicain américain à l'étranger. D'abord, un mot sur ces ventes d'armement à Israël, approuvées en urgence hier par l'administration américaine. On parle de 650 millions de dollars au total. Le Congrès n'a pas été consulté parce qu'il s'agit d'une procédure d'urgence. Pour l'instant, ce type de décision, vous diriez, ça ne rencontre pas beaucoup d'opposition aux États-Unis ? Non, pour le moment, pas d'opposition. C'était le même cas en 2019, quand l'Arabie saoudite et l'Émirat arabes unis étaient en guerre avec le Yémen. À cette époque-là, M. Trump a utilisé ses pouvoirs pour vendre des armes à hauteur de plusieurs milliards de dollars à nos alliés dans ce contexte-là. C'était en matière d'urgence. Là, on se rend compte que la guerre sera plus long que les 12 jours qu'on a anticipé au mois de juin. Et M. Trump a invoqué l'urgence pour vendre ses armes. Alors, il y a un sondage Ipsos, justement, qui nous apprend que 55% des électeurs républicains, donc le camp de Donald Trump, approuvent les frappes en Iran. 32% se disent indécis et 13% seulement y sont opposés. D'un point de vue politique, est-ce que Donald Trump, vous pensez, limite les dégâts que certains lui promettent depuis longtemps concernant cette guerre ? J'estime que la situation en Iran est directement dans la même lignée de sa politique américaine et étrangère. C'est pour assurer les intérêts américains à travers le monde. L'Iran constitue une menace et sa base républicaine le suit. Il y avait même des sondages
qui disent à hauteur de 80%, ils disent en faveur de M. Trump. Donc aujourd'hui, pour la plupart des Américains qui sont républicains, Trump est reconnu comme un président pour lequel ils sont favorables. Mais vous ne pensez pas que tout va dépendre de l'issue de cette guerre, c'est-à-dire qu'il risque à terme d'avoir une fracture au sein du camp républicain, le courant un petit peu plus J.D. Vance, anti-guerre, avec toutes les personnalités médiatiques qu'on connaît derrière, et puis le camp Donald Trump, quelque part, qui dit les États-Unis doivent quand même conserver un rôle sur la planète, un rôle justement de maintien de la paix face aux dictatures? Vous savez qu'on est dans un contexte particulier aujourd'hui. Nos alliés principaux de l'OTAN sont tous soit réticents, soit contre les mesures prises par Israël et notre président Trump dans les médias, mais tous sont dans les couloirs d'accord pour faire tomber les régimes des ayatollahs et des mollahs aujourd'hui. Donc, ils disent, parce qu'ils ont peut-être des électeurs et un public qui est plutôt centre ou centre-gauche, pour laquelle ils doivent avoir une position plutôt réconciliante, mais dans le couloir, ils soutiennent le président. Et en tout cas, aujourd'hui, vous voyez que nos alliés, à fur et à mesure, s'alignent avec la politique de M. Trump pour défendre nos alliés dans la région et voir comment l'Iran et le régime de Mollah a étendu cette guerre à 12 pays amis pour pouvoir faire payer le prix à la région entière. Et c'était ça, les dangers. Et aujourd'hui, les masques tombent. Et c'est pour cette raison, M. Trump et son choix, et celle d'Israël, qui savait que l'Iran était une menace existentielle tant pour Israël, mais tous ces pays voisins du Golfe également. Effectivement, donc vous pensez que Donald Trump est capable de convaincre les Américains que le régime iranien est une menace directe à terme pour les États-Unis et qu'il n'y avait peut-être pas d'autre choix que de frapper ses capacités en deux mains. On va conclure là-dessus. Vous pensez qu'il peut y arriver à convaincre? Je pense que c'est son travail, même si la voie est difficile. Ça sera difficile. Il y aura certainement des blessés et des morts du côté américain et je pense que c'est un choix très difficile aujourd'hui pour M. Trump. Il n'a pas fait cette décision avec légèreté. Ouais. Il connaissait les conséquences éventuelles pour l'Amérique, pour notre force militaire et aussi sur l'économie générale. Donc, c'était un pari. C'est un pari pour l'avenir, c'est un pari pour la paix pour les prochains 50 ans, comme on était victime des terrorismes mondial de la part de l'Iran. Donc aujourd'hui, on espère avoir une certaine stabilité dans les 50 ans à venir. C'est l'objectif sanctionné. Il a pesé le risque politique. Merci beaucoup à vous, Randy Yalos. Voilà, fin de cette édition spéciale. Vous avez rendez-vous d'ici une demi-heure avec Christopher Barolin pour 2 heures d'édition spéciale en direct concernant donc ce 9e jour de l'opération Rugissement du Lion.